Il l'avait tiré hors de sa voiture et l'avait accusé de fausses accusations jusqu'à ce qu'il révèle sa véritable identité. Tard dans la nuit à Bâton Rouge, en Louisiane, les rues étaient généralement calmes, à l'exception du bourdonnement occasionnel des feux de circulation passant du rouge au vert. Jamal Winslow, un procureur adjoint chevronné, venait de quitter un dîner avec des collègues. Il ne pensait pas au travail, à l'injustice ou aux salles d'audience, mais simplement à rentrer chez lui. Cela avait changé lorsqu'il avait aperçu des lumières rouges et bleues clignotantes dans son rétroviseur. En soupirant, il avait fait signe, s'était arrêté et avait pris son portefeuille. Il ne dépassait pas la vitesse, il n'avait pas grillé de feu. Il n'y avait aucune raison de s'arrêter, mais il savait qu'il ne fallait pas supposer que la raison était justifiée. 2 agents s'étaient approchés de sa fenêtre. L'agent Kyle Driscoll, grand et costaud, avec une coupe militaire, se tenait du côté conducteur. L'agent Brent Kesley, plus mince mais tout aussi imposant, se tenait près de la portière passager. Permis et immatriculation, avait dit Driscoll d'une voix tranchante. Jamal avait remis ses documents. Puis-je vous demander pourquoi j'ai été arrêté? Driscoll avait jeté un coup d'œil à Kesley avant de répondre. Vos feux arrière sont éteints. Jamal avait froncé les sourcils, c'était un mensonge. Sa voiture venait de passer l'inspection et le reflet dans le rétroviseur montrait ses feux de freinage parfaitement fonctionnels. Êtes-vous sûr de cela? Avait demandé Jamal d'un ton calme. L'expression de Driscoll avait légèrement changé, il s'était penché. Monsieur, sortez du véhicule. Une tension sourde avait parcouru le corps de Jamal. Il avait déjà traité des affaires similaires où un contrôle de routine s'était transformé en quelque chose de bien plus grave. Son instinct lui disait d'obtempérer, mais son expérience lui indiquait que ses officiers étaient déjà en train d'intensifier la situation. Je ne sortirai pas tant que vous ne m'aurez pas expliqué pourquoi. Kesley avait esquissé un sourire narquois, posant sa main sur sa ceinture. Parce que nous l'avons dit. Jamal avait pris une profonde inspiration. Il connaissait la loi, ayant passé des années à l'étudier pour l'appliquer et la défendre. Il savait qu'il n'était pas obligé de sortir de la voiture, à moins qu'il n'y ait une cause probable. J'ai le droit de demander pourquoi on m'ordonne de sortir de ma voiture. La patience de Driscoll avait cédé, il avait tiré la porte pour l'ouvrir. Sors maintenant. Avant que Jamal ne puisse réagir, Driscoll avait saisi son poignet, le tirant en avant. La ceinture de sécurité s'était enfoncée dans sa poitrine, lui faisant mal à l'épaule. « Qu'est-ce que vous faites ?» avait aboyé Jamal en reculant. Driscoll n'avait pas répondu, il avait serré plus fort. En quelques secondes, Kesley était de l'autre côté, tordant le bras de Jamal dans son dos, le bord tranchant des menottes métalliques s'enfonçant dans sa peau. « Tu résistes ?» avait dit froidement Driscoll. Jamal avait regardé avec incrédulité Kesley le presser contre le capot de sa propre voiture, son cœur battant la chamade, mais pas de peur, de rage. C'était un jeu, un piège, et ils pensaient d'avoir déjà gagné, mais ils allaient bientôt réaliser à quel point ils avaient tort. La salle d'audience du palais de justice de la paroisse d'East Bâton Rouge était bondée, l'air chargé de routine, avec des clercs mélangeant des papiers, des toux occasionnels et le bourdonnement discret de conversations chuchotées, mais sous tout cela, quelque chose d'autre mijotait. Jamal Winslow était assis à la table de la défense, sa posture rigide mais maîtrisée. Il n'était pas là en tant qu'avocat aujourd'hui, mais en tant qu'accusé. Les accusations pesaient sur lui. Obstruction, conduite désordonnée, fabrication complète, mais Jamal savait déjà que la vérité n'avait pas d'importance. Seul comptait ce qui pouvait être prouvé au fond de la salle. Le juge Margaret Holloway observait depuis son banc. Dans la soixantaine, elle avait une présence qui commandait l'autorité, qu'elle soit méritée ou non. Sa réputation était celle d'une personne ferme, intransigeante, méprisante des absurdités, et elle le regardait à peine. Jamal savait déjà où cela allait le mener. Le procureur Richard Callaway avançait avec assurance, une confiance qui venait du fait de savoir que les chances étaient en sa faveur. Il redressa sa cravate et fit un signe de tête aux officiers assis fièrement à la barre des témoins. Jamal observa Driscoll et Kesley, assis avec suffisance, sachant qu'ils avaient tout le poids du système derrière eux. « Votre honneur », commença Callaway, c'est un simple cas d'un individu transformant un contrôle routier de routine en une altercation physique avec les forces de l'ordre. Jamal expira lentement, ressentant l'arrogance et l'audace. Callaway continua à feuilleter ses notes. Le défendeur a refusé d'obéir aux ordres légaux des officiers, est devenu agressif et a dû être maîtrisé pour la sécurité de toutes les personnes impliquées. L'avocat de Jamal, Thomas Rivera, un défenseur public surmené et sous-payé, se leva de sa chaise. Objection. Il n'y a aucune preuve que mon client était agressif. Le juge Holloway agita la main de manière dédaigneuse, rejetant Jamal, serrant la mâchoire, c'était rapide.
Rivera soupira mais insista. Votre honneur, les officiers ont aggravé la situation sans motif valable. Il n'y a pas d'image de caméra corporelle montrant mon client agissant de manière agressive, car de telles images n'existent pas. Callaway esquissa un sourire narquois. Les caméras corporelles n'étaient pas opérationnelles au moment de l'arrestation, mais les déclarations des officiers sont des preuves plus que suffisantes. Jamal faillit rire de l'absurdité. La parole de l'officier était tout ce dont ils avaient besoin. Driscoll prit la parole en premier, récitant son discours bien appris. L'accusé a été combatif dès le début. Il affirma qu'il avait refusé de sortir du véhicule. Il haussait la voix et créait une situation hostile. Il mentait à chaque mot. Kessler hocha la tête en ajoutant qu'il s'était tendu. Nous craignions pour notre sécurité. Nous n'avions pas d'autre choix que de le retenir. Plus de mensonges. Les poings de Jamal se serrèrent sous la table. Il avait passé toute sa carrière à lutter contre ce genre de corruption flagrante et il la vivait maintenant de ses propres yeux. La juge Holloway cacha à peine son impatience en jetant un coup d'œil à l'avocat de Jamal. Autre chose, monsieur Rivera. Rivera hésita. Il savait que ce juge connaissait ses antécédents, elle n'était pas intéressée par l'équité, mais il déglutit difficilement et s'avança. Oui, votre honneur, la défense appelle Jamal Winslow à la barre. C'était comme si Jamal se levait et se dirigeait vers la barre des témoins. Il pouvait sentir toutes les perdues sur lui, le scrutant, attendant de voir s'il craquerait, mais il ne craquerait pas, car ce qui allait se passer changerait tout. Jamal était assis dans le fauteuil du témoin, expirant lentement pendant que le greffier Clark tenait ses mains légèrement posées sur ses genoux, mais à l'intérieur, il bouillonnait. Il n'était pas là pour se défendre, il était là pour révéler la vérité. Le procureur Callaway s'avança en faisant les 100 pas, une démonstration de confiance inutile. Monsieur Winslow, diriez-vous que vous avez obéi aux instructions de l'agent lors de votre contrôle routier? Jamal croisa son regard, calme et maîtrisé. J'ai demandé pourquoi on me demandait de sortir de ma voiture, ce n'est pas illégal. Callaway fit semblant de soupirer. Vous refusez de sortir. Exact. J'ai demandé pourquoi on me demandait de sortir. Jamal répéta ce qu'il avait légalement le droit de faire. Callaway sourit en regardant le jury comme si l'intelligence de Jamal était un inconvénient et après plusieurs ordres, vous n'avez toujours pas obtempéré. Jamal soutint son regard car il n'y avait aucune raison légale de le faire. Callaway se tourna vers le juge, secouant la tête comme s'il n'attendait rien de moins. Votre honneur, il est clair que l'accusé. Jamal s'était penché en avant, prenant la parole avant même qu'il n'aille plus loin. Je devrais probablement révéler quelque chose. Silence. Callaway hésita, même le juge Holloway leva les yeux en le regardant pour la première fois. Jamal fouilla dans sa mallette, son avocat Rivera se tendit, incertain de ce qui se passait. Lentement, Jamal sortit son badge, un petit rectangle simple qui était soudainement devenu l'objet le plus dangereux dans cette salle d'audience. Je suis Jamal Winslow, déclara-t-il, sa voix tranchant la tension comme une lame, assistant procureur des États-Unis pour le district sud. La pièce se figea, les lèvres du juge Holloway s'entr'ouvrant légèrement, son marteau suspendu au-dessus de son bureau mais immobile. Les officiers se raidissaient, le genou de Kessler rebondissant sous la table, la mâchoire de Driscoll se serrant, le visage de Callaway devenant pâle. « Je m'excuse », Jamal inclina la tête. « Ai-je bégayé ?» L'atmosphère changea, le jury se pencha en avant, le sténographe cessa de taper, même Rivera, son propre avocat, semblait avoir été frappé par un train de marchandises. « Toi, tu es un procureur fédéral. » La voix de Callaway tremblait légèrement. Jamal leva sa carte d'identité. « C'est ce que ça dit, n'est-ce pas ?» Et juste ainsi, toute l'affaire implosa. La juge Holloway se rassit, sa bouche se pinçant en une fine ligne. Elle savait que si elle statuait contre Jamal maintenant, si elle rejetait son témoignage et se rangeait du côté de ses officiers, ce ne serait pas juste une autre affaire oubliée, mais un scandale. La salle d'audience n'était plus simplement une salle d'audience, c'était une poudrière et Jamal venait d'allumer la mèche. La salle d'audience ne respirait plus. La prise de la juge Holloway sur son marteau se resserra, mais elle ne frappa pas encore. Elle réfléchissait, calculant. Ce n'était plus juste une affaire de routine, c'était un désastre de fin de carrière qui attendait de se produire. Callaway ravala difficilement sa confiance, l'arrogance douce qu'il avait si facilement affichée avait disparu. Il se tourna vers les officiers et pour la première fois, Driscoll et Kessler semblaient nerveux. Jamal était là, observant la ruée silencieuse pour le contrôle. Il avait vu cela des centaines de fois auparavant, dans les salles de conseil, lors de réunions en coulisses, lors de conversations feutrées entre procureurs, lorsque le mauvais type d'affaires atterrissait sur leur bureau, mais cette fois, c'était lui qui leur avait forcé la main.
Je n'étais pas au courant de cette information. Callaway bégaya en feuilletant ses dossiers comme un homme cherchant une issue de secours. Votre honneur. La juge Holloway leva une main, le faisant taire pour la première fois. Ses yeux se fixèrent sur Jamal. Sa seule présence était désormais une menace. Un procureur du gouvernement avait été arrêté à tort, agressé, et avait menti à ce sujet. Si cela était passé inaperçu, il aurait pu devenir une autre statistique anonyme, et elle en était consciente. Elle s'était tournée vers les officiers, Driscoll et Kesley. Les deux hommes s'étaient redressés comme des enfants sur le point d'être réprimandés. « Voulez-vous modifier vos déclarations ?» Le silence avait ébranlé leur sang-froid. Jamal avait pu observer la situation. Les doigts de Driscoll s'étaient enroulés autour de son genou, tandis que Kesley regardait Callaway comme s'il espérait une bouée de sauvetage. Jamal avait pris la parole en premier, avant qu'il ne réagisse. « Votre honneur, je demande au tribunal de retirer les journaux d'appel du service de répartition de la nuit de mon arrestation. » Callaway avait tressailli. Jamal ne devinait pas, il savait comment ces choses fonctionnaient. Si ces officiers avaient prévenu par radio avant l'arrestation, leur mensonge concernant le feu arrière n'aurait pas tenu. S'ils ne l'avaient pas fait, alors ils avaient violé le protocole dès le départ. Le juge Holloway l'avait observé longuement. Elle était piégée, si elle refusait sa demande, elle enterrait des preuves. Si elle l'acceptait, elle donnait à Jamal le dernier clou dans le cercueil. Elle s'était éclaircie la gorge. Demande accordée. Driscoll avait expiré brusquement, son sang-froid avait finalement craqué. Kesley avait bougé mal à l'aise, sa mâchoire s'était serrée. Il savait ce qui allait se passer. Jamal s'était penché en arrière sur son siège, car il n'en avait pas encore fini, cette affaire ne resterait pas dans cette salle d'audience. Tout avait commencé avec un seul journaliste au fond de la salle, une jeune reporter du Bâton Rouge avocate, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. En quelques heures, l'histoire s'était répandue. Le lendemain matin, le nom de Jamal était partout. Un procureur adjoint américain arrêté à tort par la police de Bâton Rouge, un procureur fédéral dénonçant des officiers corrompus en audience publique, un juge critiqué pour partialité envers un accusé noir qui était un avocat du gouvernement. Internet avait explosé, les médias sociaux avaient été inondés de clips de l'intérieur. La salle d'audience, remplie de personnes ayant assisté au procès, était devenue une vidéo virale se propageant sur toutes les plateformes comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information câblées avaient diffusé des reportages sur les implications de l'affaire. Combien d'autres avaient été trahis comme Jamal, mais sans le pouvoir ni la position pour riposter. Mais le plus grand changement s'était produit à Bâton Rouge même. Des militants communautaires avaient organisé des rassemblements. Les manifestants s'étaient rassemblés devant le palais de justice pour exiger des comptes. Les avocats des droits civiques avaient fouillé dans d'anciennes affaires traitées par le juge Holloway à la recherche de modèles. Puis le véritable coup était tombé, une fuite anonyme. Des dossiers de police interne. Des courriels entre officiers discutant de la justification de contrôles douteux. Des déclarations d'autres conducteurs noirs qui avaient été arrêtés, cités pour de fausses infractions, puis menacés d'arrestation s'ils soutenaient que l'affaire ne concernait plus seulement Jamal Winslow. Il s'agissait d'un système qui avait fonctionné dans l'ombre pendant des années, et maintenant les projecteurs étaient braqués sur lui, mais les personnes au pouvoir n'allaient pas se laisser faire sans se battre. La réaction avait été immédiate. Les responsables de la ville s'étaient précipités. Le service de police avait publié une déclaration soigneusement rédigée, et le bureau du juge Holloway avait soudainement cessé de répondre aux appels. À la fin de la semaine, le service de police de Bâton Rouge avait annoncé une enquête interne. Un geste performatif faible. Jamal l'avait déjà vu, une distraction, un moyen d'apaiser le public sans apporter de réels changements. Mais cette fois, ce n'était pas suffisant. La pression continuait de monter. Un avocat des droits civiques avait intenté une action en justice fédérale contre le département au nom des anciennes victimes. Les dirigeants communautaires avaient exigé que le juge Holloway soit démis de ses fonctions. Les manifestants avaient refusé de reculer. Puis le véritable moment du jugement était arrivé. L'affaire avait été transmise au procureur général de la Louisiane pour examen. Jamal était assis dans son appartement à regarder la conférence de presse. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels de journalistes, d'avocats, de personnes ayant vécu exactement ce qu'il avait vécu, mais n'ayant pas le badge pour riposter. Ce n'était plus seulement une question de contrôle des dégâts, ils étaient à court de moyens pour se cacher. Et le juge Holloway, elle le savait. Lorsque Jamal était revenu au tribunal pour le verdict, son expression avait changé. Plus de désintérêt désinvolte, plus d'excès de confiance. Elle regardait une affaire trop importante pour être enterrée, et elle devait décider de quel côté de l'histoire elle voulait se positionner. Mais serait-ce la vraie justice, ou juste un autre geste calculé pour protéger le système ?
La salle d'audience était silencieuse. La juge Holloway s'était éclairci la gorge, le poids de ces dernières semaines pesant sur ses épaules. Les manifestations, l'examen des médias, les fuites de dossiers. Elle n'avait plus aucune bonne option. Elle avait baissé les yeux sur ses notes, mais tout le monde savait que cette décision n'était plus la sienne, mais celle du public. Elle avait expiré en posant doucement son marteau après avoir examiné les preuves. Le tribunal déclare l'accusé. Elle avait hésité une seconde, puis finalement non coupable. Une vague de soulagement avait traversé Jamal, mais il ne bougea pas, ne réagit pas encore, car l'affaire ne le concernait pas seulement. Les officiers étaient restés assis, raides, leurs visages pâles. Les mains de Kesley étaient serrées, ses yeux brillaient. Driscoll, toujours le plus arrogant des deux, s'était penché en avant. « Votre honneur, nous » Elle avait levé la main. Le tribunal transmettra également tous les documents pertinents au bureau du procureur pour un examen plus approfondi. C'était tout. Les officiers ne s'éloignaient pas. La salle d'audience avait éclaté. Des murmures, des halètements, le clic rapide des claviers des journalistes. Pour la première fois, le système avait tourné son regard vers lui-même. Jamal s'était levé lentement. Son avocat lui avait tapoté le dos, mais ses yeux étaient rivés sur les officiers, sur le procureur Callaway, qui avait l'air d'avoir tout perdu face au juge qui avait passé des années à classer des affaires comme la sienne jusqu'à ce qu'elle soit forcée de faire autrement. Mais surtout, il pensait aux personnes qui n'étaient pas dans cette salle, celles qui avaient été assises à cet endroit même avant lui, celles qui n'avaient jamais pu être libérées. Alors qu'il sortait de la salle d'audience, les caméras braquaient sur les journalistes qui criaient des questions, les gens qui applaudissaient, mais Jamal ne célébrait pas, car ce n'était pas une victoire. C'était la preuve de ce qui s'était toujours passé. Mais ce n'est que maintenant, sous les yeux du monde entier, que le système avait été contraint de réagir, et il savait que le combat n'était pas terminé, ni pour lui, ni pour les personnes qui y étaient encore piégées. Il avait dépassé les lumières clignotantes et était entré dans la foule où des voix exigeaient un réel changement, car une seule affaire ne suffisait pas, et maintenant personne ne détournait le regard. Si cette histoire vous avait fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde, il est temps de vous demander combien d'autres histoires comme celle-ci existaient, combien de personnes n'avaient jamais leur moment au tribunal, leur nom ne faisait jamais la une des journaux, leur vérité n'était jamais entendue. Il ne suffisait pas de voir l'injustice, nous devions la contester. Alors si vous croyez que la vraie justice signifie tenir le pouvoir responsable, alors partagez cette histoire. Parlez-en, faites attention, car plus il y avait de gens qui refusaient de détourner le regard, plus il devenait difficile de balayer ces affaires sous le tapis, et c'est ainsi que le changement commence.